Alors bonsoir, merci donc d'être présent ce soir et d'avoir accepté notre invitation, François Rennery. Nous serons deux à t'interviewer, Maximilien Bachelard, ici présent en dessous de moi, et moi-même, Stéphanie Berthelon, Alania. Donc on va travailler ce soir sur une interview autour du thème de la complémentarité des médecins et psychologues de ville. Et avant de commencer, François Rennery, est-ce qu'on a bien ton consentement pour enregistrer et Tout à diffuser fait, cette interview? tout à fait. Je te l'ai envoyé. Ok, super. Donc, avant de démarrer complètement, je voudrais présenter en deux mots Propsy. Donc, Propsy, c'est une association de psychologues qui est engagée, des psychologues qui sont engagés, qui travaillent avec des méthodes pragmatiques, c'est-à-dire les missions de Propsy vont être de promouvoir le métier de psychologue dans toute sa diversité, donc les réunir pour avoir du poids, en vue de protéger l'exercice de la psychologie. Ensuite, Propsy souhaite aussi organiser la réflexion sur les conditions de la réglementation de la psychologie pour que le psychologue redevienne le professionnel de la psychologie. Voilà, Maximilien Bachelard et moi-même sommes membres fondateurs de Propsy. François, du coup, pourrais-tu faire une petite présentation de qui tu es et de tes diverses occupations, quelques mots avant qu'on démarre l'interview? Oui, je suis Je dis médecin en quelques mots. généraliste. Voilà, je suis médecin généraliste à Massy, en banlieue parisienne. Je suis également ancien professeur associé de médecine générale de Paris-Saclay. Je dis ancien parce que à la retraite. Je suis médecin à la retraite, mais actif. Je suis aussi vice-président de la Société française de médecine générale. Responsable du département formation, j'ai été l'initiateur d'un DU d'hypnose médicale pour les médecins généralistes à l'université. Je fais ces modules d'initiation et de perfectionnement à la SFMG depuis une vingtaine d'années. J'ai été membre fondateur de l'Association française d'hypnose. Je suis également membre de l'AFTCC, que vous connaissez bien sûr. Voilà, j'en passe à des meilleurs. Voilà, allez. Eh ben, écoute, c'est Donc parfait. on a tous les logos, tous les slogans des psy habituellement, donc c'est pas mal. Voilà. Je les ai pas On a tous tout donnés on parce que connaît. c'est Oui. ridicule sinon ça devient. Ça aurait été trop long. Oui. Ok, Donc, Max. oui, donc on va prendre un peu la main. Donc aujourd'hui, on va aborder trois thèmes en fait. Donc rapidement, le premier, il sera sur la question des difficultés psychologiques des patients. Après, on va aller sur la formation des généralistes. On a un chat qui passera de temps en temps. Et puis, le troisième thème, c'est collaboration, complémentarité. Donc, pour ouvrir le premier thème, on aurait voulu savoir comment, en même temps, vous ne pouvez pas parler au nom de tous les généralistes, mais peut-être que vous allez pouvoir donner un peu votre avis et puis peut-être celui de vos collègues. Vous allez voir un peu comment vous nous répondez. Comment le médecin généraliste perçoit les difficultés psychologiques chez ses patients et s'il a des moyens pour les aider en ce sens, sans forcément avoir recours au psychologue. Et puis, qu'est-ce qui pourrait lui manquer? Déjà, pour commencer, comment un médecin généraliste peut percevoir la souffrance, la difficulté psychologique chez un de ses patients? Je crois que ça dépend éminemment de la formation préalable qu'il s'est donnée ou qu'il a reçue. Quelques chiffres. Les médecins généralistes voient 80% de la population générale chaque année. Et les troubles psychiques identifiés, qui relèvent donc d'une classification, constituent 15% des 250 millions d'actes annuels. Il y en a même un peu plus maintenant. Et enfin, 3 patients par jour consultent avec une problématique de santé mentale identifiée tous les jours de l'année. Donc ça donne un peu l'ampleur de ce qui existe, euh, la fréquence que ça a dans nos consultations. Mmh. Euh, Ça, c'est le premier point. Donc la santé mentale, fait vraiment partie de notre quotidien. Et là, les données datent de 2015 ou 16, et donc je pense que ça a encore augmenté. Et que, en tout cas, depuis les 2 années qu'on passe avec des médias déchaînés et une épidémie, enfin une pandémie assez sévère, ça a encore augmenté en termes de fréquence dans nos cabinets, ça c'est certain. Mais je pense qu'il n'y a pas que dans nos cabinets, hein.
ça c'est sûr. Alors, Qu'est-ce que je vous avez pourrais comme dire? moyen par Je peux rapport pas, à ça? je peux pas parler pour l'ensemble de mes collègues, hein. Bah oui. Ce qui est sûr, c'est que dans le système de soins, on est les premiers consultés. D'abord parce que les patients préfèrent consulter toujours leur médecin généraliste en premier, la plupart d'entre eux en tout cas, que malheureusement notre nombre se réduit, parce qu'on est 52 000, mais là-dessus il y a 10 000 remplaçants et 5 000 médecins retraités actifs comme moi, que en termes de ressources autour de nous, les psychiatres existent mais sont très très mal répartis sur le territoire. La même chose pour les psychologues, que les hôpitaux ils sont pleins, que les CMPP ils sont pleins, on est à 6 mois, 8 mois de délai, voilà. Et que tout ce qui est le secteur médico-social est un déficit de place, quoi. Donc c'est très... Chaque fois qu'on fait des formations orientées autour de termes psychiatriques ou psychologiques, on a le même refrain lancinant. Du fait, ouais d'accord, mais le souci c'est qu'on voudrait bien faire, mais 90% disent que non, il n'y a pas de place, ou le délai d'attente c'est de 6 mois, et que là encore en termes de chiffres, 70% des médecins disent qu'ils ont des problèmes de communication et de liaison avec les psychiatres. Alors là, je ne crois pas avec les psychologues, c'est encore pire. Voilà. Donc le tableau est assez effrayant, on peut dire. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui soit plus, voilà, si, dans les chiffres, optimiste. Il y a 55 000 lits d'hospitalisation. Les 2 tiers sont dans le public, le tiers est en privé. En privé, on trouve plus facilement des places que dans le public. Les places d'accueil en hôpital de jour, quand on veut orienter, c'est 7 fois sur 10, c'est uniquement pour les jeunes. Voilà. Voilà. Et que les disparités territoriales, je pourrais en parler un petit peu parce que c'est assez fascinant. Alors, le médecin, on peut dire, selon les. Alors, j'ai pris les bassins de vie, pas les départements. En termes de bassins de vie, pour les médecins généralistes, c'est de 1 à 2. Pour les psychiatres, c'est de 1 à 15. Et pour les psychologues, c'est de 1 à 50. Donc, ça dit bien qu'il y a des endroits, il vaut mieux pas avoir des problèmes de santé mentale. C'est clair. Et là, dans ces endroits-là, c'est souvent des endroits où les médecins sont en plus en surcharge. Et donc, ils voudraient bien, enfin, la position qu'on a en général, c'est oui, on peut prendre en charge des problèmes de santé mentale, sauf que on est seul, que c'est chronophage, et que en plus, pour peu qu'on ouvre la porte des émotions et des problèmes, alors c'est des problèmes finalement qui sont psychologiques, psychiatriques, liés à la dureté de la société. On sait la porte qu'on ouvre, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en général, quand on l'ouvre, on est submergé. Donc voilà un tableau que vous devez connaître aussi. Mais vous dites qu'il n'y a pas qu'une question quantitative, mais il y a une question de qualité d'échange aussi. Il ne suffit pas d'avoir des collègues, quoi. Ouais, quand on en a, il suffit pas qu'il y en ait, quoi. Voilà. Si on a la chance d'en avoir, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est rarement le cas, je trouve. Ouais. On en reparlera peut-être un petit peu, On en après. reparlera après, justement. Bon, vous avez fait un bon portrait qui commence bien. Voilà. Mais qui est connu de tout le monde, qui est connu, enfin, je veux dire, les pouvoirs publics sont à l'origine de cette carence complète, c'est-à-dire qu'ils ont voulu régler les problèmes de santé mentale à budget constant en essayant d'orienter ça en fermant les hôpitaux. Et on voit bien que ça s'ajoute à ça la féminisation du métier qui fait que les ressources en termes de temps, je dirais, on cache à personne que les filles sont plus intelligentes que les garçons et travaillent quand même avec des horaires à peu près normaux, ce que font un peu moins les hommes, et qu'on est tous face à comment dire, un système de submersion, quoi. Alors, Les pouvoirs publics s'en foutent, donc ils s'en foutent. Ils font des discours, mais en termes d'action, il n'y a que dalle.
François, dans ce que tu dis, on entend que le médecin généraliste est démuni. Totalement. Et du coup, on se demandait finalement, pour lui, dans son cabinet, quels sont les moyens dont il dispose pour finalement aider ces gens dont la santé mentale est en difficulté, quoi. Bah, nous, au niveau de la Société française de médecine générale, on propose un cycle de formation à la communication. Enfin, moi, je suis aussi moniteur d'écoute active. Ce qui est, très curieusement, il y a zéro formation à la psychologie en médecine générale, en tout cas. Et quand je dis zéro, voilà, il doit y avoir une question d'internat qui concerne la psychologie. Mais malheureusement aussi, il y a zéro formation en termes de communication thérapeutique. Et donc, on se retrouve avec une demande constante de médecins qui se rendent compte que la question de la relation au patient, la question d'une formation de base, enfin de choses de base pour faire ce qu'on appelle, ce que la HS a appelé la thérapie de soutien, avec un catalogue de mesures dont on se demande qui a pondu ce truc absolument infâme, non structuré, enfin vraiment épouvantable. La seule possibilité pour le médecin généraliste, compte tenu du fait que autour de lui, les prises en charge sont pas possibles non plus, hein, c'est ça qu'il faut voir. Bah, c'est de s'y coltiner un petit peu, et donc il y a pas mal de généralistes. Hein. Je sais pas les chiffres exacts, mais on pense que c'est aux alentours de 20% qui se forment régulièrement. Alors, au TCC, à l'hypnose, à la PNL, à l'écoute active. Il y a encore des survivants qui sont dans des groupes Balint aussi, qui ont certains. Donc, ce que l'on voit, enfin moi ce que je vois, c'est que sur les 10 dernières années, il y a eu vraiment, je ne parlerai pas d'élan, mais en tout cas le constat de l'absence de formation initiale, surtout chez les jeunes, à la communication, et que c'est un sujet qui je vois moi en formation, on a beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de jeunes qui viennent. Donc pour l'instant, c'est la seule possibilité, ben, c'est de soit on dit non, et puis débrouillez-vous, soit on a un réseau quand ça existe, mais les réseaux eux-mêmes sont en flux tendu, ben, soit on assume et on fait ce qu'on peut. Et en Alors, même temps, juste, vous parlez de formation à des techniques qui pourraient être pratiquées par des psys, puis on sait qu'il y en a de plus en plus en libéral. Chaque année, il y a des flopées de psys qui se mettent en libéral, mais peut-être que là où vous êtes, c'est difficile de pouvoir travailler ensemble, quoi. C'est une question que je me posais, mais bon. Peut-être qu'on en reparlera par la suite, mais Mais on en reparlera, pense je que donnerai ce mon sera point de vue. intéressant pour les hum, psys de vous entendre parler de ces éléments, en fait. Et Stéphanie, tu avais une question. oui, oui, je me demandais finalement, tu parlais de flux tendu, finalement, ouais, quel délai tu vois, toi, dans ton environnement pour la prise en charge d'un patient auprès d'un psychologue? Alors moi, je ne vais pas parler de réseau, mais j'ai au moins 2 psychologues que je connais, avec lesquels j'ai des rendez-vous assez facilement. Alors après, c'est la question évidemment du financement. C'est-à-dire qu'il y a encore des psychologues qui exigent de voir les patients une fois par semaine alors que c'est pas remboursé. Donc tout le monde n'y a pas accès finalement. Et dans les psychiatres, il faut compter 15 jours à 3 semaines de délai. Donc c'est un peu embêtant si c'est un peu urgent. Si c'est un peu urgent, ben, on se débrouille avec la famille et puis on demande une consultation hospitalière, quoi. Qui de temps en temps nous renvoie les gens de façon inélégante, puis de temps en temps constate que bah oui, il faut faire quelque chose. Après, c'est toujours maintenant même les gens qui vont pas bien ont la possibilité de refuser l'hospitalisation, ce qui fait qu'on est dans des situations. En fait, soit on est dans des états psychiatriques aigus et là la question se pose pas parce que les urgences psychiatriques sont obligés de les recevoir. Ouais. Soit Oui, on est c'est dans ça. des choses plus compliquées que l'urgence parce qu'on ne sait pas très bien machin. Et là c'est vraiment galère. Hmm. Est-ce Moi, que je dans sais votre que moi, entourage, oui. ouais, allez-y, allez-y. Moi, je dis que mes patients même en dépression relativement sévère,
vu la difficulté de trouver des hospitalisations qui ont du sens, souvent ça commence par une prise en charge Ouais. un peu équilibriste. Oui, ça suffit pas pour payer le billet d'entrée pour aller à l'hôpital, quoi. Non, Hmm. non, D'accord. c'est plein partout. Enfin, les réponses, c'est que c'est plein partout. Donc, Hmm. alors, il y a le privé qui en général prend. Hmm. Est-ce que J'ai la chance. Mais alors, c'est-à-dire autour de chez vous, finalement, tous les hôpitaux sont pleins, alors? Alors, je dis pas qu'ils sont tous pleins. Je dis que l'hospitalisation, quand c'est nécessaire, en hôpital public, elle est plus ou moins bien vécue par les gens. Et que un suivi psychiatrique, même pour des ados, enfin, les centres que je connais, si on leur téléphone pas, et même en leur téléphonant avec l'urgence, etc., ils répondent, mais nous, on peut l'avoir une fois, mais on ne pourra pas plus, on est blindé. Hmm. Donc ça contraint à faire les choses plutôt, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire raisonnablement, sans mettre la personne en danger, et puis sans se mettre soi-même en danger. Et tu penses que c'est pour ça que les médecins se forment à ces pratiques Alors il y a thérapeutiques? voilà, il y a une méconnaissance un petit peu de ce que sont les psychologues. Bon, cela étant, ils sont 9000 sur le territoire, mais d'après les chiffres en libéral, hein, au moins la moitié d'entre eux sont plutôt d'obédience psychanalytique, quoi. Euh, c'est ce qui est écrit, quoi. Ils ont pas une très bonne connaissance, c'est pour ça on fait des formations pour faire connaître un peu c'est quoi les différentes écoles de psychologie, c'est quoi les différents types de prise en charge, sachant que quand ils appliquent les recommandations, bah, c'est souvent les TCC qui viennent en premier, ou les thérapies familiales, mais bon, c'est kiff, je dirais, en termes de structure logique. Euh, donc si tu te formes pas, bah, tu sais pas trop quoi faire de tes patients. Ce qui est Hmm. pour un médecin généraliste, c'est une chose qui est difficile à vivre, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas la question du rapport? Parce qu'on s'est demandé si vous connaissiez des psys un peu dans votre entourage et si ça vous avait pas apporté quelque chose en termes de compréhension, de façon de pouvoir travailler avec les collègues psychologues. Vous voyez? Il y a une question de finesse, quoi. C'est pas qu'une question, je pense, de documentation. Voilà, moi, dans les médecins que je connais, parce que j'en connais un certain nombre, mais je n'en connais pas 55 000, Ouais. le constat, c'est que plus les ressources sont rares, et plus les médecins essaient d'avoir des correspondants à qui ils peuvent au moins demander un avis, ou qui peuvent se débrouiller pour faire quelque chose, quoi. Hmm. Euh, c'est très compliqué quand tu as quelqu'un qui vient avec je sais pas, un gamin qui commence à faire une phobie scolaire très structurée, quelqu'un qui vient en burn-out, bon, tu fais de l'arrêt de travail, mais c'est pas la solution n'est pas là, hein. Donc c'est Ça va compliqué à vivre dépendre de la pratique du médecin, surtout. C'est-à-dire que vous, pour le médecin, c'est compliqué à vivre, et donc oui, ça serait bien d'avoir des circuits organisés, c'est sûr. Mais bon, je t'ai dit, les chiffres, ils varient. 1 à 15 pour les psychiatres, 1 à 50 pour les psychologues. Ça dépend vraiment des régions où tu es, hein. Hmm. Vraiment. Et puis de temps en temps, ils ont des collègues médecins qui ont une fibre un peu psycho, donc ils leur demandent est-ce que tu ne veux pas le prendre en charge. hmm. Et encore faut-il en avoir, quoi. C'est étrange parce que la sensation que ça me fait, c'est qu'on est en train de vous parler, vous qui êtes dans un pays lointain où finalement il y a 3-4 psychologues sur le territoire. Et on se débrouille en tant que médecin pour pouvoir faire ce qu'on peut. Mais ce qui est intéressant, parce que moi, ça me rappelle beaucoup de médecins qui refusent de travailler avec des psys quand il y a des phobies scolaires et qui passent aux médicaments et à l'hospitalisation et qui ne veulent pas du tout imaginer qu'il y a des questions psy derrière. Donc, en tout cas, je pense que ça peut dépendre des endroits. Je savais même pas que ces médecins-là existaient. Ah, bah oui. Donc, Hmm. c'est intéressant pour moi. L'expérience qu'on a, elle dépend éminemment de l'endroit où on est. Ouais, Hmm. exactement. Éminemment. Et du Ouais. type de population, si tu veux, qu'on soit. Je suis dans une banlieue, comment dire, plutôt populaire, bon, le retour au psychologue payant, c'est très compliqué, tu vois. Hmm. Très compliqué. Hmm.
Et Ok. bon, bah, sans parler de la Creuse, il y a quand même des endroits où vraiment c'est un désert, quoi. Hmm. C'est vraiment un Ouais. désert. Mais je suis persuadé qu'une meilleure connaissance des ressources locales, une meilleure connaissance des capacités des psychologues et je dirais pas de leur spécialisation, mais en tout cas de quel type de théorisation, si tu veux, du psychisme ils relèvent, ça faciliterait les choses. Hmm. C'est Oui, sûr. oui, moi, c'est ça que je relève, en tout cas dans notre échange, c'est il y a tu nous dis, pour beaucoup de médecins, une méconnaissance de la pratique Oui. des psychologues en libéral. Comme Ou des retours de bâton. Tu vois, là, j'ai une jeune femme qui a des sérieux problèmes enfin, de vérification depuis très longtemps, qui est allée voir une psychologue sur les conseils d'une amie, qui au bout de 5 entretiens s'est trouvée beaucoup mieux, elle est de ce soir, hein, et qui finalement a rompu la relation parce que la psychologue insistait pour qu'elle vienne toutes les semaines et que cette amélioration ne pouvait pas durer. Bon, donc s'ils ont des retours comme ça qui reviennent, oui, ils connaissent pas et en plus les retours sont pas très bons, Hmm. Mm. donc ils ferment après. Oui, Comme c'est tout à fait valable dans l'autre sens, c'est ça. c'est-à-dire que des fois j'entends des pratiques de confrères, on me disait ah ouais, je savais pas que ça existait, mais oui ça existe. Oui.